Bonjour à tous, c'est Pierre de Eldorado Imo. Et ben voilà, ça y est, c'est parti pour un petit Facebook Live. Donc c'est un test, on va voir un petit peu ce que ça donne. D'un point de vue technique, tout d'abord, eh ben, déjà, petite présentation. Et après, je mettrai la caméra directement sur le PowerPoint sur l'ordinateur à côté pour pouvoir vous présenter un petit peu les idées clés de la présentation. Donc pourquoi nous sommes ici aujourd'hui? Eh bien tout simplement pour réagir par rapport à l'actualité qui me fait dire que encore trop peu de gens euh, maîtrisent encore la location saisonnière et les subtilités de l'optimisation fiscale que ça peut représenter. Parce qu'en fait la location saisonnière c'est tout simplement un paradis fiscal en France. Euh, Pourquoi la location saisonnière? En fait, c'est plus généralement la location meublée qui est vraiment extrêmement intéressante au niveau de la gestion des loyers et ça va complètement à l'inverse de ce qu'on peut trouver pour la location nue, la location classique, qui est quasiment confiscatoire. Donc l'actualité, c'est quoi? C'est que les députés, mais ce ne sera pas seulement les députés, hein, ça sera adopté d'une manière définitive, ont voté une espèce de loi anti-Airbnb et anti-économie collaborative, probablement du fait de pression de certains lobbies, voilà quelque chose de classique qu'il faut connaître et intégrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais dans le projet de loi de finances 2017, désormais, tout, tous les propriétaires qui loueront via Airbnb ou toute autre plateforme de réservation qui loueront en fait en courte durée devront s'affilier au RSI s'ils dégagent des revenus supérieurs à 23 000 euros. Donc ça peut aller très vite, 23 000 euros. Tout le monde n'est pas concerné, là, parmi tous ceux qui regardent la vidéo, tout le monde n'est pas concerné, mais il faut bien vous mettre dans la tête que même si vous n'êtes pas concerné, il faut quand même vous saisir de la question et anticiper les choses. Moi, ça me fait toujours penser à la CSG-RDS. Au départ, c'était un impôt qui avait été créé euh, pour être imposé uniquement à 0,2%. On voit aujourd'hui qu'on est à 15,5%. Donc vous voyez le chemin qui était parcouru. Donc là, on a ouvert la boîte de Pandore. C'est-à-dire que on commence par imposer très fortement tous ceux qui gagnent plus de 23 000 euros, et puis dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, ça sera tout qui sera imposé. Alors imposer, c'est pas seulement imposer, hein, parce qu'au départ, on se disait, bon, ils vont renforcer un peu les critères, ça sera un peu plus difficile. Non, là, on est vraiment tombé dans du super lourd, c'est-à-dire qu'il va falloir s'affilier au régime du RSI. Le RSI, je ne sais pas si vous maîtrisez ce que c'est, mais les indépendants maîtrisent ce que c'est. Si vous avez des amis, des collègues qui sont indépendants, bah, posez-leur la question, est-ce que vous aimez le RSI ou pas? Ils vont vous répondre immédiatement que bah, pour eux, ils jugent que c'est quelque chose de confiscatoire et, euh, et de totalement injuste parce qu'en fait, vous payez énormément de cotisations, c'est au minimum 50% de cotisation et derrière vous avez quasiment aucune protection, pas beaucoup de retraite, c'est vraiment pas terrible. Voilà, donc les données du problème c'est ça. Pourquoi est-ce que j'ai souhaité partager avec vous? Ben, tout simplement parce que j'ai pris un peu de recul par rapport à cette nouvelle. Donc moi j'ai essayé d'analyser un peu les choses avec Gwen et puis avec notre expert comptable. Et quand j'ai regardé un peu les différents sites qui se disent spécialisés dans l'imposition, dans l'allocation saisonnière, dans l'allocation meublée, on lit vraiment tout et n'importe quoi, c'est extrêmement alarmiste. Alors qu'en fait, vous allez voir, je vais essayer de vous expliquer ça tout au long de la vidéo, vous allez voir que en fait, bah, l'allocation meublée, ça reste un paradis fiscal et que vous n'avez pas trop à vous en faire pour l'instant par rapport à cette nouvelle mesure. Mais c'est comme toujours, il faut maîtriser la stratégie et les techniques. Pourquoi il faut maîtriser ça? Parce que bah, c'est ceux qui savent qui arrivent à s'en sortir. Il y a quasiment toujours une porte de sortie
dans des réglementations qui sont compliquées, parce que y a toujours des gens qui sont parmi ceux qui créent les lois et qui sont concernés et qui se génèrent des portes de sortie. Voilà, le seul truc, c'est qu'il faut les connaître. Et nous, on s'est beaucoup renseigné et on se pose pas mal de questions pour essayer de trouver les bonnes stratégies. Et tout simplement, on veut les partager avec vous. Voilà, donc ça c'est la petite introduction de pourquoi, comment est-ce que je voulais discuter avec vous aujourd'hui. Je remercie tous ceux qui nous ont rejoints. Concrètement, ce que je vous propose, c'est de m'arrêter de temps en temps pour répondre aux questions qui sont posées en live, à certaines questions. Et après, je répondrai d'une manière plus personnalisée à tous ceux à qui j'aurais pas pu répondre. N'oubliez pas de me laisser peut-être votre email en même temps de votre commentaire, ce qui me permettra de vous recontacter facilement par la suite. Donc déjà, je vois une première question de Alex. Bonjour Pierre, je suis en LMP, donc lourd meublé professionnel pour le coup. Si on dépasse 23 000 euros, tous les revenus sont RSI ou juste qu'il est au-dessus de 23 000 euros. Aussi, est-ce que le chiffre d'affaires ou uniquement sur la marge? Alors voilà, Alex, tu te poses exactement les bonnes questions, parce qu'en fait, c'est le cœur du souci, c'est le cœur de l'analyse qu'il faut avoir. Voilà, je vais peut-être te frustrer un peu, mais je pense que je répondrai à ça à la fin de l'intervention. Ça me permettra de rentrer dans le détail après avoir abordé les grands principes, mais reste en ligne, je te répondrai de manière précise. Donc c'est parti. Je vais peut-être faire un petit mouvement pas très agréable sur la caméra et je vais la diriger vers l'écran de l'ordinateur, vers le PowerPoint pour vous montrer un peu le déroulé de la petite présentation. Et n'hésitez pas à me dire si jamais vous voyez pas très bien les choses. On reviendra à ce mode-là et je lirai tout simplement les éléments. Voilà, c'est parti, je vous montre ça, je tourne un peu, je vais essayer de caler ça comme il faut par rapport à l'écran de l'ordi. Est-ce qu'on voit quelque chose? Bon voilà, comme prévu, le direct ça marche pas bien. J'ai fait des essais, ça marchait nickel. Bon, là, on voit rien du tout. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais vous détailler un petit peu ce que j'avais écrit et on va faire ça comme ça. Ah oui, Hélène qui a laissé aussi un commentaire qui se pose la même question qu'Alex. Oui, effectivement, ouais, je le confirme, je répondrai à la fin de la vidéo parce qu'on est au cœur du problème. En fait, ce que j'avais envie de faire, c'est de vous expliquer un peu ce que donnaient les changements par rapport au RSI, revenir sur les grands principes de l'imposition des loyers et des différences entre la location meublée et la location classique et puis a fortiori la location saisonnière. Ensuite, parler un petit peu en troisième point des stratégies patrimoniales qu'on peut avoir, des stratégies tout court pour supprimer l'impôt ou pour en avoir très très peu. Et puis revenir plus spécifiquement sur toutes les questions qu'on a sur le RSI. Donc c'est là qu'on pourra aborder vos points pour répondre très précisément à ces questions et voir que on a quand même pas mal de chance parce que l'économie collaborative, c'est encore nouveau, c'est maîtrisé par très peu de personnes et en fait, ceux qui ont voulu faire du mal à l'allocation saisonnière, ils n'ont pas compris grand-chose et si vous êtes un petit peu malin, vous allez arriver à passer à travers et justement, on est là pour vous conseiller là-dessus et puis pour vous donner un peu les stratégies qu'on met en place. Donc tout d'abord, premier point, assez rapidement, mais on va revenir sur l'imposition des loyers. Qu'est-ce que c'est que l'imposition des loyers en France? Les gens ont l'impression qu'ils imaginent que quand on est propriétaire, investisseur immobilier, on roule forcément sur l'or, on a de l'argent à revendre et que les loyers tombent 100% dans la poche. Il y a Hélène qui dit que ça coupe. Écoute... je vais essayer peut-être de dégrader un peu la qualité de l'image. Je ne sais pas si ça pourra faire quelque chose. Voilà, tu me diras si ça marche, Hélène. Il y a Nicolas aussi qui faisait la remarque.
Peut-être qu'il faut aussi que tu coupes les autres applications qui sont en cours. Là, garde que Facebook pour avoir que la vidéo. Ça va peut-être améliorer les choses et diminuer les coupures. Donc voilà, donc l'imposition des loyers. Concrètement, oui, donc les gens ont l'impression que l'investisseur immobilier est extrêmement riche. Ça vient du fait que dans les années 2000, tout le monde sait, l'immobilier a flambé au niveau des prix, donc les gens réalisaient des plus-values énormes. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, on fait plus trop de plus-value et que les loyers ont une imposition qui est quasiment confiscatoire. C'est imposé donc aux prélèvements sociaux, 15,5%. À cela, il faut que vous rajoutiez votre tranche marginale d'imposition. Donc si vous êtes imposé par exemple à une tranche marginale d'imposition à 30%, ce n'est pas votre taux moyen d'imposition qui est appliqué pour calculer l'impôt sur vos loyers, c'est bien l'addition de votre tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux, c'est-à-dire 30 plus 15,5%, c'est-à-dire en gros 50%. Donc il y a 50% de vos loyers qui partent en impôt. Donc c'est pour ça que quand on regarde sur Paris par exemple, moi je ne suis pas du tout surpris qu'il y ait énormément de logements vacants sur Paris, parce que ceux qui ont des apparts à Paris, classiquement, c'est des gens qui ont quand même bien les moyens. Donc, imaginons qu'ils sont à une tranche marginale d'imposition de 41%, ça fait une imposition sur les loyers de 60%. Je ne suis pas sûr que les gars, ils aient vraiment un gros intérêt à prendre le risque, à ne pas être payés sur leur loyer, avoir des loyers impayés ou avoir des dégradations dans leur logement pour récupérer que 40% du montant de leur loyer, sachant qu'il y a quand même des frais à payer dessus, taxes foncières, etc. J'en passe et des meilleurs. Donc du coup, les gens, moi je comprends, ils laissent leur appart vide et puis tant pis, au moins, l'immobilier continue à monter sur Paris. Et donc du coup, c'est une meilleure stratégie pour eux, c'est clair. Hein. Donc concrètement, après, il y a différentes de choses. Les gens imaginent aussi que quand on loue un appart sur Airbnb, on ne paye pas de loyer. C'est complètement faux. Hein. Voilà, vous qui faites ça, vous le savez, c'est imposé sur un loyer comme les autres. Donc voilà, l'imposition, elle est vraiment confiscatoire, et c'est pour ça que la location meublée est intéressante. Si je prends un petit exemple, un appartement qui est estimé à 80 000 euros, vous avez un loyer de 660 euros, charges comprises par mois, ça fait 7 920 par an. Quand vous calculez, ça vous fait une rentabilité brute de 10%. Wow, génial, tous les agents immobiliers vous diront que c'est extraordinaire, 10% de rentabilité, on ne trouve presque pas ça. En fait, quand on regarde dans le détail, vous verrez qu'il peut y avoir entre la rentabilité nette et la rentabilité brute des écarts fondamentaux, mais ça, personne n'a intérêt vraiment à vous le dire, quoi. Ensuite, sur mon exemple, j'ai des mensualités pour un emprunt de 470 euros par mois, donc on a tout emprunté à 110%, dont 110 euros d'intérêt. Une taxe foncière de 60% et une tranche marginale d'imposition de 30%. Hélène pose la question des abattements, justement, on va en parler juste après. Donc si je prends la location nue classique avec mon petit appart à 80 000 euros, donc j'ai un abattement de 30%. Là, pour le coup, les impôts ont vraiment bien fait les choses parce que 30%, ça correspond vraiment aux différents frais qu'on peut avoir sur un appart d'une manière générale. Donc abattement de 30%, 45,5% de prélèvements, que ce soit sociaux ou sur l'impôt pur et dur. Donc il vous reste 3 670 euros de revenus. Mais vous avez une mensualité de 470 euros par mois qui fait 5 640 euros. Donc au final, votre appart avec un rendement brut à 10%, concrètement, vous perdez 2 000 euros par an. Donc il faut que vous sortiez de votre poche 2 000 euros par an. Donc votre rendement net réel, il est négatif. Donc il faut vraiment faire gaffe, il faut vraiment prendre conscience que l'imposition sur les loyers, elle est carrément confiscatoire. Donc la plupart des gens n'ont pas envie de s'emmerder à déclarer au réel, à se poser des questions, mais en fait ça vaut vraiment le coup de se poser des questions sur son imposition, déjà de connaître le taux d'imposition qu'on a, parce que encore la semaine dernière, il y a quelqu'un sur le blog qui nous posait la question sur tout ça, et qui était persuadé que c'était son taux moyen d'imposition qui comptait.
Et pas du tout, hein, c'est vraiment votre tranche marginale d'imposition maximum qui compte pour votre imposition sur les loyers. Donc ensuite, du coup, ça me permet de rebondir sur la question d'Hélène. En location meublée classique, si vous optez pour le régime qui s'appelle micro-BIC, vous avez un abattement de 50%. Alors ça, c'est pour l'instant, ça risque de ne pas durer très très longtemps. Donc je refais mes petits calculs comme tout à l'heure et j'aboutis à un rendement réel de 6%, non, de 0,6%, excusez-moi. Donc 0,6%, en fait, ça se compare carrément avec le livret A. On dit que le taux du livret A il est pitoyable, mais en fait, voilà, le taux de la location d'un appart, même en location meublée classique, c'est assez pitoyable. Là où ça commence à être un petit peu intéressant, c'est ce que dit Hélène sur la location saisonnière. Effectivement, il y a un abattement traditionnel qui est de 71% si vous louez en meublé saisonnier. Alors cet abattement, il était valable jusqu'à très récemment si vous aviez un label, notamment Gîtes de France. Ça a été supprimé. Hop, petit coup de couteau, ça n'existe plus. Il y a un moyen de contourner cette évolution de la réglementation, c'est de faire classer votre appart en meublé de tourisme. Et là, vous pouvez continuer à bénéficier de l'abattement de 71%. Ça vous coûte un peu de sous, hein, entre 1500, 3000, 3500 euros pour faire classer le logement. C'est un classement qui se renouvelle. Mais du coup, vous avez quand même cet abattement de 71%. Donc c'est un peu plus intéressant. Tout simplement, ça permet de faire marcher le commerce, hein, c'est comme les ascenseurs. Si vous avez un ascenseur dans votre copro, il faut le retaper tous les 3-4 ans, ça permet de faire travailler les entreprises du secteur, tout le monde est content. Donc c'est pour ça qu'en fait, voilà, l'abattement des 71% a été conservé. Ouais, c'est une bonne remarque que tu fais, Hélène, parce que la plupart des gens qui commencent à se poser des questions sur leur taux d'imposition, ils découvrent la location meublée, 50% d'abattement. Ils découvrent le meublé de tourisme, 71% d'abattement. Waouh, trop génial! Et c'est vrai, ça fait quand même des rendements qui évoluent fortement. Là, on se situe autour des 3-4% de rendement. Ça devient intéressant dans le monde où on vit, parce qu'il y a très peu de choses qui procurent autant de rendement. Et souvent, les gens s'arrêtent là. Parce que, voilà, un abattement de 71%, vous faites vos déclarations toutes bêtes, vous donnez vos loyers, on n'en parle plus, 71% d'abattement, clic-clac, c'est réglé. Mais bon, si vous continuez à faire vos calculs, il reste quand même 30% de vos loyers qui sont imposables. Donc ça fait 50% de 30%, ce qui a fait quand même pas mal. Donc concrètement, il y a encore mieux que ça. Et il y a très peu de gens qui connaissent le système et il y en a encore moins qui maîtrisent le système. Il y a même beaucoup d'experts comptables qui sont complètement largués par rapport à ça. C'est la déclaration meublée au réel. Donc là, il y a Hélène qui réagit. Ouais, effectivement, ouais, les personnes prennent. Alors, tu marques 300 euros pour classer un meublé de tourisme. Je crois que si tu trouves un organisme qui te classe pour 300 euros, donne-nous les coordonnées. À mon avis, c'est plutôt autour de 3000 euros. Et je pense que depuis que la réforme est passée pour supprimer cet avantage fiscal au Gîtes de France, je pense qu'ils ont augmenté leur prix de manière nette et les délais ont aussi augmenté. Donc si vous arrivez, il doit y avoir forcément une année de transition. Je pense que si vous faites votre demande là maintenant pour être classé en meublé de tourisme auprès d'un organisme agréé, hein, il n'y a que quelques organismes qui sont agréés pour délivrer ça. Si vous faites votre demande maintenant, estimez-vous heureux de pouvoir faire une déclaration en 2018 avec tout ça. Autre commentaire de Hélène, est-ce que nous on a un numéro de SIRET? Oui, tout à fait. Quand vous avez un meublé, quand vous louez un meublé, c'est assimilé à une activité commerciale. Donc du coup, effectivement, il faut faire une déclaration qui s'appelle un formulaire POI auprès de votre administration fiscale, du greffe du tribunal de commerce qui s'occupe de ça. Il vous délivre un numéro de SIRET et oui, vous êtes assujetti à la CFE. Donc la CFE, c'est un impôt qui se base sur la valeur ajoutée. Donc pour la location saisonnière ou la location meublée, du coup, c'est
le forfait de base qui est appliqué. Donc c'est un forfait qui varie énormément d'une agglomération à une autre, mais concrètement, on se situe entre 160 et 300 euros par an. Voilà, c'est une fourchette qui est assez réaliste. Entre 160 et 300 euros par an d'impôts, en fait, au final. C'est le seul impôt que vous aurez à payer si vous suivez nos stratégies de déclaration au réel. Ouais. Ouais, il y a Alex qui confirme qu'il paye la CFE. La taxe d'habitation, alors aussi, faites attention par rapport à ça, parce qu'il y a pas mal d'inspecteurs des impôts qui sont très peu au courant un peu de la location saisonnière et qui vont essayer de vous faire passer une petite taxe d'habitation là comme ça tranquillou. Donc faites bien gaffe aux avis d'imposition que vous avez. Nous, ça nous est arrivé. Si vous voyez passer une taxe d'habitation, simplement vous envoyez un petit mail à votre service des impôts des entreprises. Vous leur dites que vous louez en saisonnier en courte durée. Et que donc, par conséquent, vous n'habitez pas le logement, et donc ils vont vous dégréver de la taxe d'habitation. Concernant l'impôt foncier, il y a un autre commentaire là-dessus. Oui, la taxe foncière, du moment que vous êtes propriétaire, ça c'est incontournable, vous payez la taxe foncière, ça c'est clair et net. Ouais. L'audiovisuel, ça non plus. Hein. Vous n'habitez pas dans le logement, vous ne bénéficiez pas de la télévision qui est dans le logement, donc vous ne payez pas la taxe sur l'audiovisuel. Hein. Faites bien attention, obtenez toujours des échanges écrits avec votre service des impôts, relancez-les, obtenez plusieurs interlocuteurs, vous verrez que vous aurez des réponses très, 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 très surprenantes. Donc si j'en reviens à mon petit exposé, on en est maintenant au cœur de la question, la location meublée déclarée au réel. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Donc concrètement, vous allez avoir un petit classeur dans lequel vous allez mettre toutes vos factures. À chaque fois si vous louez en saisonnier, à chaque fois que vous achetez un rouleau de PQ, un shampoing, vous gardez la facture, vous mettez ça dans un classeur, vous scannez, vous compilez tout ça. Pareil, quand vous faites des travaux, vous compilez toutes vos dépenses, le ménage, etc. Vous gardez tout ça. Si vous louez en meublé classique à l'année, vous faites pareil. Vous aurez moins de factures, mais vous faites pareil. Les appels de fonds, tout ce que vous pouvez avoir, votre assurance, justement la taxe foncière, etc., etc. Vous gardez tout. Ça vous fait une comptabilité. Vous tenez un compte aussi de vos recettes. Concrètement, nous, ce qu'on a fait, c'est on a un compte courant dédié à nos locations saisonnières, un autre à nos locations meublées, et tous nos revenus, on les encaisse là-dessus, que ce soit en chèque, en liquide ou via les sites de location comme Airbnb ou Booking. On met tout sur ces deux comptes. Du coup, après, il suffit de l'éditer et on a tout l'historique. Donc concrètement, avec cette location meublée, vous avez cette comptabilité que vous tenez et vous n'avez pas d'abattement. Mais en fait, vous avez bien mieux que cet abattement puisque vous pouvez amortir votre bien. Et c'est là que c'est extraordinaire. Amortir, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que comme vous avez une activité commerciale, disons que c'est un appartement, votre appartement que vous louez en location meublée, cet appart, il est considéré comme un bien commercial que vous allez amortir comme peut le faire une entreprise. Donc du coup, si je prends mon exemple d'un appart à 80 000 euros, on va l'amortir sur 17 ans. Donc je divise 80 000 par 17 par 12 pour avoir un taux par mois. Et on obtient un peu plus de 400 euros par mois. Donc concrètement, ça veut dire que rien que le fait d'amortir votre appartement, ça vous efface 400 euros de loyer par mois, ce qui est quand même énorme. Après, si j'additionne tout ce qu'on a d'autre comme frais, hein, les intérêts d'emprunt, d'où l'intérêt toujours d'emprunter quand vous faites un investissement immobilier, même si vous avez du cash, même si vous pouvez payer directement avec de l'argent que vous avez chez vous, toujours il faut emprunter. Pour deux raisons. Premièrement, donc dans ce cas-là, par exemple, vous pouvez déduire 1 320 euros d'intérêt par an.
donc c'est des loyers sur lesquels vous ne serez pas imposé. Donc du coup, c'est la banque qui vous finance, c'est la banque qui vous prête cet argent. Les intérêts d'emprunt sont déduits de vos revenus, donc du coup, vous ne payez pas d'impôt dessus, donc c'est super intéressant. Et l'argent que vous avez à côté qui vous aurait permis d'investir, non seulement, par exemple, vous le placez sur une assurance vie, donc il vous rapporte 2-3% par an, et puis, il vous sert de garantie pour votre emprunt si vous avez des difficultés avec le banquier. Vous pouvez même passer par un prêt in fine, c'est-à-dire que vous bloquez la somme correspondant à l'appart sur une assurance vie la durée de l'emprunt, donc ça vous rapporte. Et le banquier peut saisir cette somme si jamais il y a un problème sur vos remboursements. C'est une garantie pour lui, et ça permet d'obtenir des prêts super intéressants, quoi. Donc concrètement, si je continue d'additionner tous ces frais, j'obtiens 2376 euros. Donc ça me fait du 8476 euros par an à déduire, ce qui est très supérieur au loyer qu'on peut obtenir. Du coup, ça nous fait un revenu imposable qui est égal à 0 euros par an, ce qui nous fait un impôt qui est égal à 0 euros par an. Alors qu'on a un revenu réel, donc qui rentre dans notre poche après tout, c'est-à-dire après avoir déduit tous les frais qu'il peut y avoir, hein, y compris ce qu'on disait tout à l'heure, taxe foncière, CFE, etc. Une fois tout déduit, il vous reste 5500 euros par an. Donc si on compare ça avec, je reprends l'allocation nue classique où vous deviez sortir de votre poche 2000 euros, ça vous fait un écart de presque 8000 euros entre les deux systèmes d'imposition. 8000 euros. Donc si vous comptez ça sur un investissement de 10 ans, ça vous fait 80 000 euros. Si vous avez emprunté sur 20 ans, ça vous fait 160 000 euros. Ce qui est monstrueux. 160 000 euros, c'est-à-dire que sur 20 ans, vous avez économisé 2 fois le prix de votre appart. Si je calcule au niveau du rendement, on a un rendement qui se situe à 7%. Donc là, ça devient vraiment intéressant. Les 18%, c'est j'ai anticipé un peu sur celui d'après. Si vous louez au réel en meublé saisonnier, à ce moment-là, si je reprends toujours mon exemple de l'appart à 80 000 euros, je déduis tout ce qui correspond aux frais supplémentaires liés aux saisonniers, hein, que ce soit le ménage, les frais de consommation courante, papier toilette, sopalin, produits ménagers, etc., la taxe de séjour, les fournitures, les frais de ménage, les formations de Eldorado Imo que vous pouvez déduire aussi parce que ça vous permet d'optimiser tout ça. J'arrive avec un appart à 80 000 euros, vous pouvez le louer 40 euros par nuit, c'est-à-dire 1200 euros par mois, alors que ça passe tranquille de chez tranquille. Oui, Hélène, je rajoute O et EDF. En fait, j'ai pris, c'est un exemple réel, hein, c'est un des apparts qu'on possède qui est 80 000 euros. J'ai additionné vraiment toutes les dépenses qu'on a, hein, charges de copro, etc., O, EDF, Internet, j'ai tout pris en compte. Et donc, on peut le louer tranquillou, sans se poser de questions, à 40 euros par nuit, ce qui fait 1200 euros par mois quand il est plein. Et avec 1200 euros par mois, ça fait un rendement de 18% net après impôt. Et là, vous pouvez mettre au défi n'importe qui de vous trouver un rendement net de 18% après impôt. Je pense que ça va être très difficile. Même mes collègues sur Internet qui sont spécialistes de la bourse, je pense que si on leur annonce 18%, ça va les faire baver un petit peu parce que les meilleurs d'entre eux arrivent à obtenir 7-8% avec la bourse. Là, avec l'immobilier et la location saisonnière, vous avez beaucoup plus. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Il y a un autre commentaire qui dit les impôts se cachent bien de nous conseiller au réel. Ouais, ça c'est clair. Ils vous disent que le micro-BIC c'est super cool. Et c'est vrai que ça paraît super cool parce que 50% d'abattement, ça paraît démentiel. Mais ce qu'il faut bien vous dire, et qui est très important, c'est que à chaque fois qu'il y a une niche fiscale, à chaque fois qu'il y a une incitation fiscale, c'est pas pour rien. L'État est en grande difficulté financière. Donc tout ce qui est maintenu comme niche fiscale, c'est tout simplement
pour vous faire prendre un risque que l'État ne veut pas prendre. Et si je prends le secteur de l'immobilier, c'est exactement le cas pour la loi Pinel, par exemple. L'État n'a pas envie de dépenser des milliards et des milliards pour construire des logements neufs. Donc ils vous disent attention, vous allez économiser 20% de vos impôts si vous achetez un logement neuf. Vous, ça vous paraît formidable. Et en fait, vous vous faites bien arnaquer parce que vous prenez un risque, des loyers impayés, etc. Vous prenez un risque que l'immobilier diminue, que la valeur de l'immobilier diminue, parce que ce système, il est basé sur une hausse sans cesse de l'immobilier pour réaliser une plus-value. Donc vous prenez ces deux risques-là, vous engraissez un peu les promoteurs immobiliers parce que eux, ils savent très bien que quand ils construisent du logement neuf dans une zone tendue, ils savent que les gens qui achètent, c'est des gens qui vont être défiscalisés. Donc concrètement, ils vous vendent l'appart 20% plus cher. Donc en fait, vous payez 20% de commission à l'aménageur, au promoteur immobilier, et vous pouvez vite être en grande difficulté si le marché immobilier se retourne. Alors qu'en fait, qu'avec nos stratégies de déclaration au réel de l'allocation meublée, concrètement, tout s'équilibre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas imposé sur vos loyers, donc tous les revenus, vous pouvez les utiliser soit pour vous, pour votre famille, pour vos projets, pour développer votre activité, pour rénover des biens immobiliers, conserver le patrimoine. Ça, c'est très important. Et donc, vous pouvez utiliser ça. Vous ne mettez rien de votre poche. Donc, du coup, si l'immobilier se casse la gueule, ce qui est possible, moi j'en sais rien, je suis pas devin, si l'immobilier perd 60% de sa valeur, par exemple dans 20 ans à l'issue de votre prêt, votre appart, vous le revendrez qu'à 40% de sa valeur, mais ça ira 100% dans votre poche, et tout au long de ces 20 ans, vous aurez empoché 100% des loyers. Et ça fait une différence monstrueuse, quoi. Si vous faites les calculs, là, tout à l'heure, le calcul que je vous montrais, vous économisez 160 000 euros d'impôts, mais c'est juste l'économie d'impôts. Si vous faites le total des loyers, 5 000 euros de loyer par an sur 20 ans, ça fait 50 000 sur 10 ans, ça fait 100 000 euros de plus, quoi. Donc c'est vraiment énorme. Et c'est sur ça que vous allez construire un patrimoine intéressant. Ensuite, il y a une autre question. Par contre, il y a Alex qui dit « Le fait qu'on finisse à zéro, voire négatif, pose un problème ». Non, en fait, Alex, ça ne pose pas de problème. Nous, la première année où on s'est lancé, ça nous a posé un problème parce que dans la case correspondante sur notre déclaration d'impôt, on a marqué 0. Et on s'est pris une remarque de l'administration fiscale, remarque à laquelle on a répondu, à laquelle notre expert comptable a répondu également en indiquant qu'il n'y avait pas de souci, que tout avait été déclaré en bon ordre, donc du coup on n'est plus embêté. Alors si vous êtes en négatif, en dessous de 0, il y a deux mécanismes. C'est reportable pendant 10 ans. Donc vos déficits sont reportables pendant 10 ans. Mais après, il y a des astuces, notamment, au lieu de déclarer en négatif des choses comme les charges de copro ou les fournitures courantes, vous portez en négatif les amortissements. Et les amortissements, eux, sont reportables de manière indéfinie. Donc ce qui permet vraiment, sur toute la durée d'un achat immobilier, sur 20-25 ans, d'avoir une marge énorme pour jamais être imposé, quoi. Hélène demande s'il y a besoin d'avoir un comptable pour ça. En fait, Hélène, il n'y a pas besoin d'avoir un comptable, c'est indispensable d'avoir un comptable. Alors, vous pouvez très bien faire votre compta vous-même, mais nous, on vous le déconseille très, 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 très fortement pour 3 raisons. Première raison, vous allez y passer un temps fou, et je pense que vous avez meilleur compte d'utiliser votre temps à autre chose. La deuxième raison, c'est que vous allez prendre des risques inconsidérés par rapport à l'administration fiscale. Un comptable, il se tient toujours à jour de toutes les nouveautés, de toutes les jurisprudences. Vous n'avez pas le temps de le faire. Donc, reposez-vous sur un professionnel. Et la troisième raison, qui est peut-être la meilleure, c'est qu'en fait, vous pouvez déduire vos frais comptables de votre imposition. Donc concrètement,
Si vous avez 0 € d'imposition sur vos loyers, eh ben, vos frais comptables, vous les déduisez de votre impôt global sur le revenu. Alors, c'est pas tout à fait ça, hein, parce que maintenant, c'est 2 tiers de vos frais comptables, mais voilà, il n'y a vraiment aucune raison de ne pas prendre un expert comptable. Par contre, il faut choisir un bon expert comptable qui s'y connaît en location meublée, et ça, c'est pas tout le monde, hein. Donc ensuite, commentaire suivant. Hélène, toujours, tu as 3 appartes, dont 2 en saisonnier. Combien ça va me coûter en gros pour 3 appartes? Ouais, je pense que tu parles du comptable, hein. Donc, bah, ça varie en fonction du comptable, hein. Mais nous, concrètement, le comptable qu'on a sélectionné, après avoir fait passer moult entretiens téléphoniques avec des questions bien gratinées, le comptable qu'on a sélectionné, nous, je ne vais pas te dire de bêtises, mais il nous prend 600 € par an de base, et ensuite 75 € supplémentaires par bien supplémentaire. Donc en gros, compte 800 € à l'année pour tes 3 biens. 800 €, tu le mets en rapport par rapport à l'économie d'impôt que tu réalises sur ces 800 €, c'est-à-dire tu vas pouvoir déduire grosso modo 500 € de ton impôt sur le revenu. Donc il va te rester 300 € à ta charge. Et avec 300 €, il va te faire économiser peut-être 2000, 3000, 4000 € d'impôts par an. Donc c'est vraiment, là pour le coup, recourir à un expert comptable, pour moi c'est incontournable, et c'est un investissement, et nous on l'a fait, on le regrette vraiment pas. La compta, ça nous prend, et si ça nous prend 5 à 10 heures par an, c'est le bout du monde. Et la compta de la location meublée, c'est quelque chose qui est quand même très très complexe, parce que ça fait appel aux règles commerciales, aux règles d'imposition sur les loyers. Donc c'est très vaste. Alors maintenant, en plus, avec la nouvelle réforme sur le RSI, ça va devenir absolument monstrueux et absolument indispensable, parce que vous allez avoir la cotisation sur le RSI, c'est-à-dire 50% minimum, disons 50%, et vous allez avoir votre impôt sur les loyers à payer. Donc si vous avez une tranche marginale d'imposition qui se situe à 30%, vous allez payer 50% d'imposition au titre de vos loyers, plus 50% d'imposition au titre des revenus, enfin des cotisations RSI, ce qui fait 100% d'imposition. Donc tous ceux qui n'auront pas de stratégie bien rodée pour déclarer leurs revenus, dès qu'ils dépasseront 23 000 € de revenus annuels sur leur location saisonnière, ils paieront 100% de leurs revenus en impôts. C'est pas beau ça? C'est magnifique, hein, c'est magnifique. Alors que ceux qui auront mis en place une stratégie un petit peu intelligente, eh ben eux, ils paieront rien du tout. Alex, Alex c'est sympa, qui répond à Hélène, qui reprend ce que je disais, parce qu'apparemment Hélène a du mal à avoir une connexion qui permette de me voir en temps réel. Oui, effectivement, les tarifs du comptable, c'est pas les mêmes de partout. Nous, le comptable qu'on a, c'est un comptable en ligne, hein. Laissez-moi votre mail si vous voulez, je vous donnerai les coordonnées, il n'y a pas de souci. Donc après, on aborde la dernière partie de la petite discussion, c'est quelles sont les solutions pour faire face aux nouvelles dispositions votées par les députés. Donc concrètement, ce que vous devez retenir, ce qui est vraiment fondamental, si vous retenez qu'une chose de notre discussion aujourd'hui, c'est que la meilleure stratégie pour défiscaliser au jour d'aujourd'hui, c'est d'effacer vos revenus. Et ça, c'est valable pour tout, Tous les bons avocats fiscalistes, normalement, doivent vous dire ça, il faut effacer vos revenus. Et en déclarant au réel, en utilisant quelques astuces pour déclarer au réel, et en ayant recours à un bon expert comptable, j'entends par bon expert comptable, c'est à la fois quelqu'un qui est à votre écoute et quelqu'un qui connaît son sujet, sinon c'est la catastrophe. Il faut suivre aussi nos conseils pour optimiser les choses au mieux en fonction de notre expérience. Si vous avez cette stratégie-là, du coup, vous effacez vos revenus. Vous avez des revenus locatifs et vous les effacez. Donc concrètement,
nous, chaque année, c'est super cool parce que sur notre déclaration d'impôt, on marque zéro dans la case revenu BIC. Et ça, c'est ça, c'est vraiment cool parce que en fait, dans la réalité, c'est vraiment loin d'être zéro et, ça donne une vraie indépendance financière de pouvoir louer en saisonnier ou en meublé classique, quoi. Ça permet de guetter ses enfants, ça permet d'avoir des projets d'investir dans d'autres choses, ça permet peut-être de travailler un peu moins en tant que salarié et de dégager un peu de temps pour soi. Ça permet aussi de rénover son patrimoine, parce que ça, c'est un gros sujet. En France, voilà, les propriétaires, c'est des méchants vilains pas beaux, c'est des riches, des bourgeois. Mais la réalité des choses, c'est qu'il y a une grosse partie du patrimoine immobilier français qui est détenu par des gens qui ont peu de moyens et qui sont vraiment étranglés par l'imposition sur les loyers, parce que quand vous payez 50% d'imposition sur vos loyers, bah, du coup, vous n'avez pas trop envie d'investir pour rénover votre bien. Vous préférez garder les loyers pour vous parce qu'il ne reste pas grand-chose. Donc du coup, voilà, louer en saisonnier ou louer en meublé en déclarant réel, ça vous permet d'investir pour garder un bien de top qualité. Et sur le long terme, ça va faire la différence par rapport aux autres propriétaires. Vous louerez mieux votre bien parce que vous le rénovez régulièrement. Quand il y a un souci, ça vous fait pas trop mal, quoi. Voilà, nous récemment, sur un appart qu'on a du côté de Lyon, en 2 ans, il y a le chauffe-eau. Alors le chauffe-eau, c'est une chaudière à gaz qui est tombée en rade. 2800 euros. 2800 euros, c'était exactement ce qui nous restait après imposition quand on louait en nu. Donc ça nous aurait fait vraiment très mal. Maintenant qu'on loue en meublé, donc celui-là on le loue à l'année en meublé classiquement, voilà, 2800 euros, c'est pas grand-chose, donc on s'en fout un peu, quoi. Et cette année, on a eu un gros dégât des eaux dans le même appart, les assurances nous ont pas tout pris en charge, on en a eu pour 1000 euros de notre poche. Bon, ben voilà, c'est pas très grave. On le voit comme un investissement. On maintient notre appartement en très bon état, en meilleur état que les autres appartements de la copropriété ou de la région. Et ça nous fait pas trop mal. On est même content, quoi, parce que on arrive à garder un patrimoine immobilier qui est vraiment de qualité, et c'est vraiment génial, quoi. Donc oui, Hélène, en toute légalité, tu payes pas d'impôts en toute légalité. C'est pour ça que tous ceux qui s'amusent à pas déclarer leur loyer, à pas payer la taxe foncière, à rien payer du tout, en espérant que ça va passer, ben, ils sont complètement fous, parce que ils ont les moyens. Simplement, bon bah ouais, c'est clair, hein, et il faut peut-être qu'on approfondisse la discussion, parce que là on discute pendant un petit bout de temps, mais c'est quand même court. Je synthétise au maximum. Il faut rentrer dans les détails, il faut qu'on voit les cas de chacun. Donc ça, c'est voilà, faut peut-être passer un peu plus de temps ensemble. Faut qu'on regarde ça. Mais oui, tout le monde, en toute légalité, n'est pas obligé de payer des impôts sur ses loyers. Par système de déclaration au réel, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, exactement. Donc concrètement, là, on va approcher de la fin, avant de passer aux stratégies. Alors attends, Hélène, tu dis, si je passe du micro-BIC au réel, on a le droit. Oui, tu as le droit de passer de la location nue à la location meublée. Tu as le droit de passer du micro-BIC au réel, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a un engagement que tu dois prendre qui est de 3 ans, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que vis-à-vis de l'administration fiscale, que tu choisisses micro-BIC ou réel, tu choisis un des deux systèmes et tu t'engages à conserver ce système pendant au moins 3 ans. Mais oui, tu peux tout à fait, hein. Nous, on est passé directement de l'allocation nue pour un appart, pour le premier appart qu'on a eu, à l'allocation meublée, au réel. Et ça pose pas de problème. C'est même encore mieux, parce que, autre astuce fiscale, quand tu achètes un appart, pour le calcul de l'amortissement, bien évidemment, on prend la valeur de l'appart inscrite sur l'acte notarié. Mais quand ton appart, tu l'as déjà acheté il y a quelques années, vu que le prix de l'immobilier il varie sans cesse, et du coup, tu peux faire passer un agent immobilier qui évalue la valeur du bien de ton appart, et c'est son évaluation qui te sert
de base pour calculer l'amortissement. Et là ça peut être super parce que imaginons que tu as acheté un appart, si je reprends mes 80 000 euros il y a 10 ans, tu l'as loué en location nue, tu regardes cette vidéo et tu te dis waouh, mais en fait je peux économiser 4 000 ou 5 000 euros par an en passant en location meublée. Tu fais passer un expert immobilier et là il t'estime ton appart à 150 000. Eh ben, l'amortissement, il est juste génial. Et tu peux peut-être même le louer en saisonnier à 80 euros la nuit et ça passera comme une lettre à la poste, quoi. Donc ouais, c'est vraiment une stratégie payante et intéressante, quoi. Donc si je reviens au dernier point, c'est-à-dire au RSI. Donc ce fameux seuil des 23 000 euros. Si vous vous baladez sur Internet, vous posez la question, pas mal de sites, bon je ne les nommerai pas, mais qui sont on va dire un peu spécialisés dans l'investissement immobilier. Moi j'ai fait l'expérience, j'ai obtenu autant de réponses que de sites. Donc je suis allé directement à la source, enfin en fait plus exactement c'est Gwen qui est allé directement à la source parce qu'elle est plus douée que moi pour ça, pour discuter avec les experts de ce niveau-là. Donc c'est-à-dire qu'on a contacté 2 experts comptables, dont le nôtre, et le service des impôts de l'administration fiscale. La réponse est unanime. On ne parle pas de bénéfices. Et pour eux, revenu égale bénéfice. Et pas chiffre d'affaires. C'est-à-dire que concrètement, si vous avez 30 000 euros de revenus, par contre, avec le système des amortissements, vous avez 0 euros de bénéfice. Du coup, vous n'êtes absolument pas concerné par ce système de RSI. Donc il n'y aura que ceux qui ne se seront pas penchés sur les mécanismes d'optimisation fiscale qui pourront être sous le coup de ce système. Ou alors, il faut vraiment que vous ayez un sacré paquet d'appart pour dégager 23 000 euros de bénéfices et être concerné par la mesure du RSI. Donc voilà, c'est quand même une sacrée bonne nouvelle. Voilà. Donc je pense que j'ai répondu un petit peu à toutes les questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser. Je voulais aussi aborder un petit peu les stratégies qu'on peut mettre en place pour rattraper le coup si jamais vous avez un bien que vous n'avez pas encore déclaré en réel, ou que si le calcul du réel n'est pas très intéressant pour vous parce que vous avez un loyer faible, ou alors que vous avez payé votre appart vraiment très très cher à la pire période, etc. Donc première stratégie, c'est de passer de la location nue à la location meublée, au réel. Passer du micro-BIC, passer au réel. Éviter le statut de loueur meublé professionnel, qui était très très intéressant il y a quelques années, mais qui en fait maintenant l'est plus du tout. Il était très intéressant parce que en termes de transmission et d'impôt sur la fortune, c'était super, mais en fait les avantages ont été gommés au fil du temps et c'est plus un système à fuir qu'à privilégier. Donc pour passer en loueur meublé professionnel, donc il faut gagner ces 23 000 euros de revenus par an, et il faut que ces revenus soient plus de 50% des revenus de votre foyer. Voilà. Donc si vous êtes dans ce cas-là, posez-vous la question et essayez de rester en statut loueur meublé non professionnel. Et ensuite, si vous continuez à avoir des revenus imposables, il y a 2 choses. Soit vous acceptez tout à fait de payer cette part d'impôt parce que c'est peut-être pas grand-chose, c'est peut-être juste, voilà, chacun a sa sensibilité, il n'y a pas de souci. Si vous voulez continuer à le gommer, ce que vous pouvez faire, c'est investir dans un nouvel appartement, du haut de gamme ou quelque chose de mieux que ce que vous avez l'habitude de prendre. Et du coup, cet appartement générera du déficit qui gommera les bénéfices des autres. Voilà, c'est un peu le système des sociétés mères et des sociétés FI dans une holding. Les gains des unes permettent de supprimer les déficits des autres. Donc voilà, je pense qu'on a passé pas mal de choses en revue. Au-delà de ça, c'est clair que dans une petite vidéo, on peut brosser que rapidement les grands principes. Après, la mise en œuvre concrète
c'est un petit peu plus long et détaillé. Il faut bien maîtriser son sujet. Donc ce qu'on voulait vous proposer pour ceux que ça intéresse, c'est d'aller plus loin et on peut se revoir en tête à tête pour regarder précisément chiffres à l'appui, localisation géographique à l'appui, revenus, etc. Voir avec chacun d'entre vous via un coaching vraiment personnalisé, vraiment précis. Vous mettre en relation avec notre expert comptable pour voir s'il peut vous convenir. Donc ce qu'on peut vous proposer, c'est ça, c'est un coaching personnalisé. Donc pour accéder à cette formation, vous pouvez aller sur le site de eldorado-immobilier.com. Vous allez dans la rubrique formation et là c'est le point 3. Et à partir de ce point 3, vous pouvez accéder, vous pouvez réserver ce coaching gratuit. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc il y a tous les documents, qu'on utilise. Qu'on vous met à votre disposition. On répond à toutes vos questions. Vous aurez accès à des vidéos où on vous présente exactement notre méthode pour sélectionner un bien immobilier, pour calculer sa rentabilité et derrière déterminer le niveau d'imposition qu'il va avoir. Donc ça fonctionne que vous ayez un bien ou pas. Et ensuite, on organise aussi régulièrement un coaching commun avec tous ceux qui auront rejoint la formation. Et ça, c'est super intéressant aussi parce que nous, on a notre expérience, tous les conseils qu'on peut vous apporter, mais il y a aussi les autres propriétaires avec qui vous pourrez discuter et échanger tous vos points de vue, tous les soucis que vous pouvez rencontrer. Et ça, c'est super enrichissant et c'est super, ça vous permet vraiment de passer au niveau supérieur, quoi. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions pour tous ceux qui en ont encore, si j'ai pas répondu à tout. Donc voilà, donc la formation, elle est disponible sur eldorado-immobilier.com, onglet formation, et c'est le petit point numéro 3. Et là vous avez accès au petit descriptif, et vous pouvez passer la commande directement. Voilà. Il y a Al qui demande s'il y a un livre à conseiller. C'est le problème en fait. C'est que j'ai pas de livre à conseiller parce que la location meublée, finalement c'est très très peu connu. Ça nourrit pas mal de fantasmes, la location saisonnière aussi. Mais il y a très peu de gens qui sont intéressés à ça. Et même sur Internet, on ne trouve pas grand-chose. Et nous, c'est à force de creuser un peu tout ça au fil du temps qu'on a pu trouver ce système. Aussi en discutant avec des experts comptables de notre entourage. C'est un peu compliqué de conseiller un livre parce qu'il n'y a rien qui tient vraiment la route. Il y a un avocat qui se présente un peu comme une star de la location meublée, qui écrit un livre qui est publié régulièrement, mais honnêtement, il est assez creux, donc je ne citerai pas le nom du gars, mais c'est pas terrible. Non, il n'y a pas vraiment d'ouvrage, quoi. C'est vraiment la discussion et l'optimisation qui permettent d'avoir la bonne stratégie. Voilà. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt sur le blog. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Laissez-moi un message avec votre mail si vous voulez récupérer la vidéo de ce Facebook Live. En tout cas, moi de mon côté, je vous remercie énormément parce que c'est super sympa d'avoir suivi. Et concrètement, franchement, c'est vraiment génial de pouvoir répondre en direct aux commentaires que vous avez. Ça change vraiment des commentaires sur le blog. Là, on est en direct et du coup, on peut échanger vraiment. C'est vraiment super sympa. Il y a une dernière question de Hélène. Mon nouvel appart, je paierai des impôts que l'an prochain. Est-ce que celui-ci, je peux le faire seul au réel? Oui, tu peux déclarer certains biens au réel, certains biens en microbic, certains biens en meublé de tourisme. Après, tu vas te faire un peu exploser la tête. Ça va être un peu compliqué de t'y retrouver. Et nous, vraiment, ce qu'on conseille, c'est d'avoir tout de la même manière et tout déclaré au réel. C'est quand même vachement plus simple. Nous, tous les biens qu'on a, il n'y en a qu'un seul qu'on ne déclare pas au réel, c'est parce que c'est un garage. Et d'ailleurs, là, on l'a intégré à une location plus classique. On a couplé les deux parce que voilà, un garage qu'on loue 60 € par mois,
On paye 300 euros d'impôt à l'année. Enfin, franchement, ça ne sert pas à grand-chose. Du coup, on l'a rajouté pour 20 euros par mois. On l'a rajouté à une location qu'on a qui est pas très loin. Et on a mis tous nos appartes en meublé. Tous ceux qu'on louait en nu, ils sont passés en meublé. Les locations saisonnières, évidemment, c'est du meublé. Et on a un compte courant pour les locations saisonnières et après un compte courant pour chacun des appartes qu'on loue à l'année en nu. Voilà. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, à très bientôt, au plaisir. C'était super. Bonne soirée, au revoir.